Allez, donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on est parti pour 1 heure de conf et Donc 45 minutes. 45 minutes où on parle nous, Ouais. et puis 15 minutes où vous parlez vous. Zoom. Bon, on commence par quoi? On va pas parler en fait. Non. 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 Ouais, moi, j'ai pas envie de parler. Donc, Non. ce qu'on vous propose, c'est de mettre une petite vidéo. Hop, une petite vidéo pour expliquer le début, pour que vous compreniez pourquoi on en est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Clac, clac, et c'est parti. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. Le 17 mars, moi j'ai pas compris tout de suite en fait. J'ai pas perçu le choc tout de suite. C'est que le lendemain, quand le téléphone a commencé à sonner et de plus en plus, que les mails se sont accumulés et puis que les réunions de crise, les réunions de synchro, les réunions de synchro de crise se sont succédées et duraient beaucoup de temps en fait, des heures et des heures. Où là je me suis dit ok, il s'est passé quelque chose et on a pris un peu la mesure du choc et de ses conséquences. Avec des collègues, on a décidé d'ouvrir une sorte de hotline pour que les gens qui avaient besoin de poser des questions, de nous faire part de leur situation et de trouver du support de la part des coachs puissent nous joindre facilement. Et c'est quelque chose je fais pas souvent, ça, je suis plutôt sur le terrain, donc je fais pas trop souvent ce type de discussion. Et là, j'ai fait pendant des heures. Pendant des heures, j'ai écouté des gens m'expliquer bah, ce que ça avait été pour eux le choc. Du jour au lendemain, les équipes disparaissent, les trains sont vidés de 80% des collaborateurs. Il n'y a plus d'intelligence collective parce qu'il n'y a plus de collectif. Pour ceux qui s'en sortent bien, qui ont des équipes ou des trains qui fonctionnent encore, même s'ils sont amputés, la plupart des collaborateurs et qui arrivent encore à avancer, ils arrivent à avancer, mais dans quelle direction, pour faire quoi? Voilà, alors ça c'était vraiment difficile. Et puis c'était des gens au bout du fil, enfin en visio en l'occurrence, qui étaient euh, bah, un peu perplexes, un peu choqués, qui savaient pas où aller, quel allait être le futur, qui pensaient plus trop à ce qu'ils avaient fait avant parce qu'ils n'arrivaient plus à se projeter sur le futur, qui me posaient des tas de questions auxquelles moi j'avais pas de réponse. Moi j'étais confinée comme eux, j'étais à la maison dans mon confinement et j'avais pas de levier matériel, physique pour vraiment les aider. Donc ça c'était difficile. Et quand j'en parlais avec mes collègues à l'extérieur, mes pairs, d'autres coachs agiles que je connais, ou même mes anciens clients, la situation était quand même assez similaire. Il y avait cette désorganisation assez profonde du tissu des équipes agiles dans les organisations. Et c'est là où j'ai vu vraiment le choc dans sa pleine mesure. Après, j'ai vu aussi des choses qui étaient plutôt assez positives. Il y avait, mais alors, assez rarement, il faut le dire, des équipes qui arrivaient à se sortir leur épingle du jeu, à tirer leur épingle du jeu, des trains qui arrivaient à se reformer, à se réorganiser en auto-réorganisation, avec des gens qui étaient motivés, qui avaient une forme de leadership et qui arrivaient comme ça à redonner du sens, à redonner une cohésion, à avancer, à se recréer leur propre boussole, à prendre eux-mêmes un peu le gouvernail et quelque part, je pense, à se réinventer en s'adaptant à ça. Moi, j'intervenais pour un client dans une équipe de coach. On accompagnait des équipes et des équipes d'équipes. Alors immédiatement, on a mis en place des points de synchro des coachs le matin à 7h30. L'objectif, c'était de partager ce qui nous arrivait et trouver des solutions communes pour aider les équipes. On ressentait des équipes et des gens qui couraient après le temps. Comment faire à distance, tous chez soi, ce que nous faisions ensemble dans la même salle auparavant. Alors moi, au début, j'ai contribué à chercher des solutions et puis j'ai ressenti un emballement de plus en plus fort du système. Tout le monde courait partout, de réunion en réunion. En fait, il s'est passé une sorte de distorsion du temps de plus en plus forte. Bien sûr, les gens faisaient tous du mieux qu'ils pouvaient pour maintenir les engagements et les objectifs qu'ils avaient. C'était important pour tous, pour moi, d'y arriver, comme si on cherchait à maîtriser et à gagner sur la situation qui était en train d'arriver. Et puis,
au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à me dire que c'était pas la bonne solution. J'étais persuadé qu'on ne devait pas se battre contre ce qui se passait, mais on devait plutôt accepter et faire avec. En fait, on devait ralentir pour se concentrer sur l'essentiel, au milieu de tout cet océan de choses qui étaient toutes plus importantes les unes que les autres. Alors du coup, j'ai commencé à renvoyer au système ce que je voyais. Par exemple, une collègue qui se connectait à la réunion de 14h30 avec un sandwich, elle n'avait pas encore eu le temps de manger parce qu'elle avait enchaîné plein de réunions. Et ça, c'était le 3e jour d'affilée que ça arrivait. Je voyais aussi des gens qui martelaient des objectifs de production et in fine qui mettaient une pression forte aux équipes. Je voyais aussi des gens qui s'obligeaient à être présents derrière leur PC pour participer aux réunions auxquelles ils étaient invités. Et il y avait leur conjoint à côté, un maître à côté en train de travailler aussi. Il y avait aussi des enfants derrière eux qui demandaient énormément d'attention. Je voyais des réunions qui s'enchaînaient de 7h à 21h non-stop, tous les jours. Je voyais des points aussi, parfois le week-end. Je voyais des équipes qui nous demandaient des ateliers prévus en présentiel, de les redesigner à l'identique en distanciel. En fait, devant l'incertitude de plus en plus forte qu'on avait devant nous, on essayait de garder la maîtrise pour avoir le maximum de certitude. Et puis j'ai commencé à voir des gens épuisés. Je passais plusieurs heures en one-to-one pour les rassurer, pour les faire ralentir en fait. Je voyais des choses essentielles de l'agilité remises en question. Des rétros qui sautaient, des stand-up avec de plus en plus de monde connecté pour avoir de l'information, des sprints qui étaient rallongés, pour faire, mais tu comprends, pour faire ce qu'on avait prévu de faire et on n'a pas eu le temps de finir. Des demandes d'estimation de plus en plus fréquentes du PO, du manager, pour avoir encore plus de certitude dans ce contexte où on en avait de moins en moins de la certitude. Et puis j'ai même vu des gens s'insulter en visio devant tout le monde. En fait, je crois qu'on avait perdu l'essentiel. L'essentiel, c'est le ciment de l'agilité, c'est les relations. De ces relations naissent la confiance. C'est normal de ne pas être d'accord en réunion, c'est même sain d'ailleurs. Mais en temps normal, après une réunion, on va s'expliquer au café, on va s'expliquer à la cantine. Ben là, on n'avait plus ces moments de régulation. En fait, on raccrochait fâché, on raccrochait frustré, en colère. Et on n'avait pas de sas de décompression le soir en rentrant dans sa voiture. En fait, on raccrochait, on se tournait, on était directement chez soi, avec son conjoint, avec ses enfants, et on leur faisait profiter de cette colère et de cette frustration. Alors début avril, devant l'hémorragie de trésorerie auquel mon client faisait face, il a décidé de sortir 80% de ses sous-traitants. Une des dernières réunions à laquelle j'ai participé, c'était une cinquantaine de rescapés, sur un gros projet de plus de 200 personnes initialement. Et là, en visio, un responsable a posé une question au groupe et il a demandé qui avait les compétences de continuer à réaliser le produit. Et là, il y a seulement 3 mains qui se sont levées. Et c'est là que je me suis dit, on est dans la merde. Bon. Eh ben, Benjamin, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on peut rembobiner là, revoir un peu tout ça? Allez, rembobinons. Le bruit de rembobinage. Du coup, si on analyse un peu la situation et qu'on cherche un peu les causes racines du problème, hein, on a quoi comme suspect préféré? Waouh! Est-ce qu'on leur a dit qu'on faisait un petit jeu et que dans le chat, ils devaient identifier toutes les images qu'on mettait? Non, parce qu'on a supposé qu'ils étaient super malins et qu'ils allaient le trouver eux-mêmes. Ouais, ok. Donc, effectivement, c'est quoi les suspects classiques? qui sont les suspects? Allez, on va y aller. Je crois qu'il y en a 2-3. Des méthodes et des outils plus qu'un désir de collaboration. Ouais. Une agilité hors sol, théorique, puis un peu déconnectée, voire franchement déconnectée d'un terrain opérationnel, ça c'est pas mal aussi. Ouais. Une roadmap de transfo linéaire avec X% transformé par trimestre. 3484 personnes transformées en mars. À 100% de transfo. Évidemment, pas assez ou pas du tout de décentralisation de prise de décision, parce qu'on a un peu la peur de perdre du pouvoir. Eh oui. Des collaborateurs pas ou peu formés, voire informés de ce qui est en train de se passer.
Des équipes d'équipes, mais sans équipe à la base, et sans agilité à la base. Oui, 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 oui. On met les échelles en haut, c'est la base. Des consultants externes payés, et voire payés cher pour déployer des protocoles clés en main. Il faut que ça marche à la fin. Oh, ça va marcher, hein, c'est écrit. Du command and control, des fois un petit peu trop présent. Les vrais utilisateurs qui ne sont pas embarqués. On a des représentants utilisateurs. Oh, évidemment, le classique, hein, les KPIs déconnectés du business réel, donc aucun lien entre les deux. Ouais. Un recours systématique et disproportionnel à la sous-traitance, on en parlait dans la présentation. Évidemment, le classique piège productiviste de se concentrer sur la quantité plutôt que sur la qualité ou la pertinence, la valeur. Une non-attention aux aspects techniques, infra, technique, archi, qualité, etc., etc. Puis aussi partir sans être aligné, sans savoir où est-ce qu'on part tout ça. Chacun part de son côté avec son baluchon. On l'aime bien. Savoir comment sans savoir pourquoi. Ouais, il faut faire. Ouais, mais quoi? Et comment? Et pourquoi? Du coup, le corollaire, pas de vision, pas de bout en bout. Voilà. Pas d'orientation. La volonté d'aller vite en prenant ce qui a bien marché dans d'autres contextes. Chez les autres. Justifier un modèle hiérarchique qu'on ne veut pas changer en essayant de le retrouver dans un modèle organisationnel un peu fractal. Ouais. Tout à fait. Ne pas donner toutes les informations pour garder du pouvoir. Ça, c'est classique, on aime bien. Des projets qui sont déguisés en produits, en épiques, et puis des exigences qu'on va travestir en user story. Construire l'édifice sans attendre que les fondations et les étages sèchent. Il faut aller vite, toujours plus vite. Et puis évidemment, là-dedans, l'humain ressource interchangeable, donc jetable, donc périssable aussi. Suroptimiser localement plutôt que de penser à un système global. Je fais bien moi et les autres. En avant et arrière, on s'en fiche. Et du coup, comme on a fait tous ces choix, l'intelligence produit, même la propriété intellectuelle, se trouve surtout à l'extérieur et pas trop chez nous. Du coup, c'est un peu facile quand on voit ça, c'est même assez tentant. Ça serait tentant de tout mettre sur le dos de l'agilité à l'échelle, voire même encore plus facile de mettre ça sur certains frameworks qu'on ne nommera pas. Mais je me demande, Benjamin, quelles seraient les parts de responsabilité qu'on aurait tous, à tous les niveaux, sur ces espèces de sabotages comme ça systémiques. C'est-à-dire nous et vous. Et eux. Question difficile. Question. Je crois, moi, que c'est pas l'échelle le problème. En fait, c'est l'attitude de celui qui la monte. Et puis aussi, peut-être l'intention du gars qui te fait monter à l'échelle. D'accord. Celle-là, elle est pas mal aussi. Donc, pour explorer tout ça, on a décidé de vous parler de nos passions. Donc, Stallone est une passion pour moi. Pour moi aussi, plus d'un Rambo, mais... Et donc, cette histoire, moi, je vais vous parler d'escalade. Et donc, Stallone, il te dit, tu vas monter, tu vas t'accrocher à la falaise, et tu vas y arriver. Parce que Stallone a un leadership fort. Et comme on suit Stallone, on se retrouve accroché à la montagne, à essayer de la gravir. Des fois, on peut avoir un sentiment de solitude. Quand on voit qu'il n'y a, quand on voit qu'il n'y a pas de prise à droite, à gauche, qu'en haut c'est encore très loin, qu'en bas, oulala, c'est déjà très loin aussi, et qu'on a juste une toute petite corde pour nous assurer, et on n'est pas très rassuré. Alors évidemment, quand on fait de l'escalade, on n'attaque pas des falaises comme ça d'emblée, hein, c'est pas trop ça. En général, on va essayer d'apprendre ça différemment, parce que moi, l'escalade, alors je suis pas une grande escalade. Oui, je fais pas énormément d'escaladeuse. Moi-même, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années avec une amie à moi qui était dessinatrice de bande dessinée et qui pratiquait l'escalade, qui m'a fait un peu découvrir tout ça, et qui avait un peu une maxime un peu importante, une philosophie un peu importante, qui me disait tout le temps, c'est pas le tout de savoir escalader la montagne, il faut surtout savoir redescendre, sinon t'as l'air con. Et donc, c'est vrai que partant de savoir comment je vais redescendre une fois que je suis montée, surtout si je n'arrive pas à monter jusqu'en haut, tu te dis, je vais
apprendre et pratiquer. Donc, au lieu de grosses façades bien raides, en général, tu te retrouves dans cette situation-là. Ah. Oui. Oui. Moi qui ai le vertige. Voilà, où tu es sur ce qu'on appelle un rocher école, qui est un rocher aux dimensions, somme toute, beaucoup plus raisonnables, où il y a un petit défi, hein, mais si on chute, on se fait normalement pas trop mal. Et puis en plus, sur ce petit rocher école, il est fait pour qu'il y ait des prises un peu faciles. Quand on les voit, des fois ils nous aident, ils mettent un peu des peintures aussi pour qu'on puisse identifier ça assez bien. Et puis il y a quelqu'un surtout en bas qui est là, qui reste bien ancré dans le sol et qui nous dit à droite, à gauche, qui nous remonte le moral, qui nous guide pour pas qu'on se trompe. Ça c'est pas mal comme voie d'apprentissage. Il y a une autre voie d'apprentissage par laquelle je suis passée aussi, qui sont les murs d'escalade, où là on est dans un environnement un peu artificiel, un peu expérimental, qui est vraiment fait pour travailler l'apprentissage. Et donc sur ces murs qui ont des difficultés croissantes et différentes, que je vais pouvoir explorer progressivement, et ben ces murs, tu vois, sont équipés de plein de prises. Et c'est vachement bien d'avoir toutes ces prises, déjà parce que ça me permet d'adapter, de trouver celles qui sont plus faciles pour moi. Celles qui sont plus faciles pour moi, Benjamin, ne sont pas forcément les mêmes que pour toi. Ouais. Et du coup, ça, c'est intéressant de voir ça. Parmi toutes ces prises, je vais pouvoir lire un ou plusieurs chemins que je vais pouvoir tester. Je vais pouvoir des fois progresser, revenir un peu en arrière, regarder un peu ce que font les autres, explorer ça. Et comme je suis en équipe, en groupe, je vais aussi pouvoir bénéficier de leur feedback sur leur montée, leur progression, leurs difficultés quand je redescends au sol. Le tout en étant assuré, avec des harnais, avec des points de fixation et avec évidemment des cordes. Et là, du coup, tu vois, l'escalade, quand on commence comme ça, eh ben, on a moins de chances de se retrouver, comme tout à l'heure, tout seul sur la falaise. Et ça, c'est bien. Alors, l'escalade, c'est pas facile, hein. Il faut un bon matériel, un bon physique, une forme de passion. Bon, moi, j'ai pas poursuivi plus que ça, mais je suis restée toujours très intéressée par la philosophie de l'escalade, par les discussions avec les gens. Puis c'est proche de la nature, c'est quelque chose qui est assez inspirant comme cadre. Du coup, si on regarde un peu, quelles sont les clés un peu de succès et de progression si on veut monter sur une montagne, si on ne veut pas y laisser notre peau, hein, si on veut redescendre sans avoir l'air con, ben déjà il faut un bon équipement. Il faut connaître son équipement, avoir un équipement complet que tu as déjà testé dans plusieurs situations, qui est fiable. Hein. Et puis des fois aussi un petit peu d'équipement nouveau que tu vas vouloir expérimenter, peut-être pour te pousser un peu plus loin, ou des fois pour anticiper des situations que tu n'as pas encore été confronté, mais tu sais que potentiellement ça peut être intéressant. Après, quand on arrive sur le site de l'escalade, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'observer, de regarder la montagne à franchir, ou le mur, quand on est comme moi encore un peu un newbie, et donc identifier toutes les voies ou plusieurs voies. Plusieurs voies, c'est-à-dire plusieurs chemins possibles, et à partir de ça, commencer à réfléchir quelle pourrait être la stratégie de montée, et j'ai envie de dire même les stratégies de montée, d'escalade, et puis surtout, quelles pourraient être des stratégies de descente, de désescalade. Descendre une montagne, ça prend. On peut se retrouver d'ailleurs, ça c'est un petit retour d'expérience, en désescalade, on peut se retrouver dans des positions complètement bizarres, la tête en bas, très inconfortable, et c'est bien de l'avoir un peu anticipé. Fin de la petite retour d'expérience personnelle de stress. Le troisième point qui est important, c'est qu'au cours du chemin qu'on s'est donné, on pense qu'on va passer par là, on pense qu'on est capable de réussir les points de difficulté qu'on a choisis. C'est important aussi d'identifier où je vais mettre mes points de fixation. Où est-ce que je vais ancrer mon passage pour glisser ma corde de sécurité et me dire, bon, ça c'est mon palier, hein, celui-là, je vais le fixer. Deuxième palier, là, je vais le fixer là, parce que là, je sais que ça va être du solide. Et surtout, ça va me permettre de faire mes changements de route, mes désescalades en sécurité. Donc ça, c'est assez important. Quatrième point qui est absolument essentiel, c'est que l'escalade ne se pratique pas, sauf, alors, disclaimer, sauf si vous êtes un professionnel de l'escalade qui montait des falaises un peu comme Rambo, juste avec un doigt, sans corde, sans équipement, sans magnésie. Bon, ils sont 10 dans le monde, mais sinon, le reste de l'humanité qui est fan de l'escalade ne la pratique pas tout seul. Hein. L'escalade, c'est au minimum un travail en binôme,
ou mieux un travail en équipe, parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous assure. Donc notre guide au sol, qui va nous guider sur le chemin, parce qu'évidemment, quand on est collé à sa falaise, collé à sa prise, quand on est dedans, et bien on n'a plus la vue d'ensemble, donc on a besoin de quelqu'un qui nous aide. Hein. Et puis quand moi j'arrive en haut, évidemment, comme c'est un collectif, que c'est une solidarité, l'escalade, et bien ça va être à moi d'en haut d'assurer la montée de mon collègue qui va monter ensuite. Hein, donc il y a aussi la réciprocité des rôles. Et évidemment, pour les gens particulièrement doués comme moi, qui ont préféré rester au stade de la salle d'escalade, à Bordeaux, vous en avez des super d'ailleurs, un bon coussin d'atterrissage pour les débutants, bien moelleux et un peu ferme, c'est quand même pas mal du tout. Parce que ça permet de protéger ses arrières, puis me permettre. Donc ça c'est un peu les ingrédients clés. Du coup, si on faisait un petit parallèle entre l'escalade et l'agilité, comme ça, on pourrait se dire que l'agilité, c'est pas la montagne, c'est pas un but en soi, c'est pas une montagne. L'agilité, c'est la corde, et c'est surtout encore plus, c'est la façon dont on l'utilise en chemin. Ouais, cool. Bon, moi, je ne change pas de slide tant que je ne vois pas le titre du film. Je vais vous parler d'une autre passion, enfin ma passion à moi, une autre passion de... Exactement, Grand Bleu, bravo. Rachel, elle vous a amené en l'air sur la montagne, moi je veux vous amener sous l'eau, en profondeur. C'est le même principe, hein. En escalade on monte et puis on redescend, en plongée on descend et puis on remonte. On espère remonter, on fait tout pour remonter. La plongée, ça commence par quoi? Ça commence sur terre, ça commence par un briefing. Dans ce briefing, en fait, l'objectif, ça va être de préparer la plongée, de savoir jusqu'où on peut descendre, de savoir où on va descendre et de savoir comment on va pouvoir remonter. L'objectif du briefing, que ce soit un grand groupe là avec toutes les personnes qui vont être sur le bateau ou que ce soit avec juste sa palanquée, c'est-à-dire le petit groupe avec lequel je vais plonger, 4-5 personnes maximum. En fait, ça va être premièrement de préparer la remontée avant de plonger, c'est-à-dire de savoir de connaître ses paramètres, de savoir combien j'ai d'air, qu'est-ce que je peux faire, combien ont d'air mes différents collègues, quelles sont leurs prérogatives, jusqu'où ils peuvent descendre. Donc du coup, on va se dire, ok, on est parti pour 45 minutes ou 1 heure de plongée, à telle quantité d'air, à 50 bars par exemple, on se fait signe, on doit être sous le bateau, à 100 bars, on fait demi-tour, etc. etc. C'est connaître aussi la palanquée avec laquelle on plonge, c'est-à-dire connaître ses collègues. Souvent, c'est des gens qu'on ne connaît pas, donc on apprend à se découvrir et on a des codes internationaux sur la plongée, réserve, mi-bouteille, etc. Là, en fait, on va vérifier, checker entre nous qu'on a les mêmes codes, qu'on apprend à communiquer, enfin on apprend nos codes de communication sous l'eau. Évidemment, on ne parle pas, vous l'aurez compris, sous l'eau, on ne peut pas. Donc du coup, on réapprend nos codes de communication avant d'aller plonger. On apprend aussi à connaître ses façons de faire. Il y en a qui vont vous dire, ben moi, j'ai il faut que quand je descends, j'ai les oreilles qui passent pas, il faut que j'attende un petit peu, etc., etc. On apprend à connaître le site aussi de plongée. Là, on est sur un briefing avant d'aller plonger. La dame est en train de nous expliquer le site, les différentes parties intéressantes, les différents pièges qu'il peut y avoir, etc., etc. En fait, l'objectif du briefing, c'est de préparer à l'inattendu. Sous l'eau, il peut se passer plein de choses. Et nous, il faut qu'on soit préparé à l'inattendu. Ensuite, une fois qu'on est sous l'eau, on est parti, on s'est jeté à l'eau, etc. Et on va explorer. C'est de la plongée d'exploration. Je parle de la plongée en mer, je ne parle pas de la plongée technique, c'est un autre métier, c'est une autre chose. L'exploration, on est sous l'eau, on connaît à peu près le site, on a un objectif, c'est revenir sur le bateau dans un temps imparti, parce qu'on a notre air, alors plus précisément dans l'air imparti que j'ai dans la bouteille, parce que quand j'ai plus d'air dans la bouteille, je respire plus, et sous l'eau, c'est pas pratique, sauf s'il y en a un poisson. Donc du coup, on va explorer, on va naviguer, il y en a qui restent sous le bateau, il y en a qui partent loin, qui reviennent, etc. On a deux moyens de naviguer, on a deux moyens d'explorer, puisqu'on parle vraiment d'exploration. Premier moyen pour se repérer, pour pouvoir revenir au bateau, c'est de prendre ce qu'on appelle des amarres, c'est-à-dire on va avoir un bloc rocheux, un petit peu particulier, avec une forme particulière. Et dans ma tête, je vais mentaliser cette amarre en me disant, ok,
on est passé par cet endroit-là, et puis après on a tourné à gauche, à droite, etc. C'est très compliqué de se repérer sous l'eau. Déjà, on est en 3D, on n'est pas en 2D. Il y a une troisième, il y a la profondeur qui joue, et puis tout se ressemble sous l'eau. Donc, c'est très, très compliqué de se repérer sous l'eau. Donc, je vais prendre ces amarres régulièrement pour ancrer dans ma tête le chemin par lequel je suis passé. Et ensuite, on le voit là sur la photo, j'ai le soleil. Le soleil, je sais toujours où il est, et avant de plonger, je regarde où est le soleil. Si je pars tout droit, je sais que j'ai le soleil à gauche, je reviendrai, j'aurai le soleil à droite. En fait, le soleil, c'est un peu mon étoile du Nord, c'est un peu ma vision, je sais où je dois aller. Au point de la plongée, c'est ce qu'on appelle la palanquée, c'est-à-dire le groupe de personnes avec qui je plonge. Le groupe de personnes avec qui je plonge, on prend soin les uns des autres. Tout seul, je ne peux pas regarder, je ne peux pas vérifier mon matériel quand je suis sous l'eau. Je ne peux pas regarder si j'ai des fuites, je ne peux pas regarder s'il y a quelque chose qui est en train de s'emmêler, etc. Donc, ça va être mes collègues de la palanquée qui vont prendre soin de moi et qui vont me dire, tiens, tu as une fuite, tu as un truc qui ne va pas, etc. Ils ne vont pas aller résoudre mon problème parce que du coup, ça serait anxiogène pour moi et sous l'eau, ça risquerait de me paniquer. Par contre, ils vont être là, ils vont être présents, ils vont se rapprocher et ils vont m'aider à résoudre mon problème. Et ça, c'est hyper important. L'objectif, une palanquée, le plus important quand on est sous l'eau, un des premiers trucs qu'on apprend, c'est jamais se perdre de vue. Toujours avoir la visu sur tous ses collègues. En fait, le mot le plus important en plongée, c'est être solidaire. Parce que s'il y a un problème qui se passe avec l'un d'entre nous, c'est un problème sur la palanquée. Et après, il y a des choses qui peuvent s'enchaîner. Quand on plonge, ben, on n'est jamais tout seul sous l'eau. On n'a pas le droit d'ailleurs de plonger tout seul sous l'eau, sauf si on plonge hors cadre. Quand je plonge dans un cadre, en fait j'ai une sécu surface, une sécurité surface. Ça c'est Alicia. Et du coup c'est mon ange gardien, c'est-à-dire qu'elle est sur le bateau et elle ne peut pas intervenir quand on est sous l'eau, bien sûr, quoique elle peut s'équiper. Il y a d'autres personnes qui sont déjà équipées et qui peuvent aller me chercher si vraiment il y a un problème. Néanmoins, elle est là, et puis elle voit toutes les bulles, elle nous voit naviguer, et elle nous voit partir, elle nous voit revenir, et en fait, elle va pouvoir donner l'alerte, ou elle va pouvoir rabattre le rappel pour que tout le monde revienne s'il y a un problème, etc., etc. On n'est jamais seul quand on plonge, à la fois sous l'eau, et à la fois il y a de la sécu surface. C'est elle qui coordonne aussi les secours, j'imagine. C'est elle qui appelle les secours, qui coordonne les secours, super, qui explique les paramètres, qui récupère les paramètres des personnes quand on remonte, etc. Super. Et le dernier point qu'on connaît tous, hein, c'est Edward Aloysius Murphy Jr., plus connu sous la loi de Murphy. C'est tout ce qui va pouvoir arriver, va arriver. Voilà. C'est-à-dire qu'en plongée, il va y avoir des choses qui vont se passer sous l'eau, il va y avoir de l'inattendu. On ne veut pas l'enlever, on ne veut pas éviter le risque, c'est trop compliqué à gérer. Bien sûr, avec notre équipement, bien sûr, avec nos gestes qu'on répète, etc., on va faire en sorte d'éviter qu'il y ait des choses qui se passent mal. Par contre, ce qu'on va faire, ce qu'on recherche à faire, c'est écarter le plus possible de problèmes qui arrivent pour éviter l'effet domino. Je le fais comme ça, pour éviter l'effet domino. Parce que là, si j'ai un problème, si quelqu'un de la palanquée a un problème, et que ce problème-là, il tombe et il fait tomber un autre problème qui arrive juste après, ben ça va commencer à s'enchaîner. En fait, la plongée, c'est un sport mortel. Il y a des morts chaque année, tous les étés. Et quand on regarde systématiquement tout ce qui se passe à 95%, les problématiques, c'est un enchaînement de petits problèmes qu'on aurait pu largement éviter. Mais on a voulu se précipiter, on a voulu revenir vite au bateau, on a voulu, etc., etc. Et du coup, il y a un enchaînement comme ça. Et ça crée un effet domino. Et c'est ça qui est mortel. Récapitulatif, avant de plonger, on va savoir où on va aller, on va connaître les lieux, on ne va pas connaître notre chemin par contre, on planifie pas notre chemin précisément, et on sait comment on y va, avec quel matériel qu'on a préparé, qu'on connaît, et avec quelle équipe aussi. Peu importe le chemin qu'on fait, on explore, on prend une voie, on fait demi-tour, on revient en arrière, etc. On doit revenir au bateau à la fin. Ensuite, c'est un sport d'équipe et c'est un sport d'équipe solidaire. C'est-à-dire que moi, tout seul, je ne peux pas compter sur moi tout seul. Je compte sur mes buddies, comme on dit en anglais, sur mes équipiers qui vont veiller sur moi et moi, je vais veiller sur eux. Et puis, rappelez-vous, la plongée, elle est sécurisée d'en haut. Il y a quelqu'un qui coordonne s'il y a des choses qui se passent mal, etc. Et je pense que le plus important, c'est l'enchaînement de problèmes est mortel. Ce n'est pas le problème qui est mortel, c'est l'enchaînement de problèmes qui est mortel. Régler chaque problème une fois qu'il arrive.
l'enchaînement un peu des mauvaises décisions. Et c'est un peu comme en escalade, l'enchaînement des mauvaises décisions. Ça fait un espèce de, excusez-moi le thème, de bordel systémique qui est mortel, parce que l'escalade aussi, il y a des gens qui en meurent chaque année. Ok, cool, c'est super. Mais Benjamin, nous on est des agilistes. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette expérience de la plongée ou de l'escalade pour s'entraîner un peu à être meilleur en agilité à l'échelle? Ouais, bien sûr. Ouais. On est à Agile Tour Bordeaux et on n'est pas à Escalade Tour, Escalade Club. Donc du coup, la première règle de l'Agile Club est qu'il ne faut pas parler d'agilité à l'échelle. Surtout quand on ne sait pas parler d'agilité tout court à la base. Oui. Alors, si on résume. Allez, si on résume, première chose, c'est avoir un bon équipement, c'est-à-dire avoir une boîte à outils agile, variée, un socle technique, des outils, de l'automatisation, du test. Des trucs de sécurité. Ouais, c'est ça, des trucs de sécurité. Ouais, c'est ça. Et autant dans la plongée que dans l'escalade, on n'achète pas tout le matériel au début. On achète un petit bout et puis petit à petit, après chaque plongée, on se dit ah tiens, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça. Et on fait augmenter notre matériel tout le temps. Et puis du matériel adapté à ses capacités. Un débutant ne peut pas se servir d'un matériel pour avancer. Un avancé, s'il prend des systèmes débutants, il va être limité. Donc ça, c'est dangereux. Donc bien choisir. Okay. Donc le deuxième point, c'est le côté sport d'équipe. On a vu que c'était un sport d'équipe et l'agilité, on le sait, c'est un sport d'équipe évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le temps avant de construire le collectif, c'est-à-dire d'établir des règles de fonctionnement entre les personnes, comme disait des signes de communication, des lectures ensemble, de l'alignement et des codes de communication partagés. Et surtout, et on va le répéter ad libitum, Benjamin, s'entraîner, parce qu'il faut s'entraîner pour pratiquer la confiance. Et sans confiance, ça ne marche pas. Non, la solidarité. Troisième point, c'est savoir où et comment on y va avant de partir. Ça ne veut pas dire qu'on a tracé le chemin, ça ne veut pas dire qu'on a planifié exactement où est-ce qu'on va être, etc. Autant en escalade qu'en plongée. Ça veut juste dire on a regardé d'en bas et on connaît les différentes voies possibles. On a regardé d'en haut quand on est en plongée, on a regardé le site et on connaît les différentes voies possibles. On va établir une vision, on va établir des objectifs, on va servir d'OKR, je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas ce que c'est des OKR. On va rester aussi dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire autant en montagne, il y a des endroits qui sont sécurisés, il y en a qui ne le sont plus, autant en plongée, on a des prérogatives, on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine profondeur, etc. On va rester dans ce cadre-là, que ce soit des moyens et des contraintes. Et puis les cadres réglementaires aussi, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et ça veut dire qu'on ne sait surtout pas, on n'a pas surtout pas un seul chemin, c'est ça l'important. C'est ça. Okay. On va aussi devoir travailler, quand on parle d'agilité et surtout d'agilité à l'échelle, on doit aussi travailler des points de fixation, des points de sécurité, ce qu'on appelle, Benjamin et moi, des ancrages. On ne peut pas construire un édifice à l'échelle, c'est-à-dire où on va augmenter les paramètres de variabilité si on n'a pas des ancrages forts, des ancrages solides. Donc il faut commencer un travail d'ancrer des principes agiles, les valeurs et les principes agiles, de les ancrer dans le réel par des pratiques et des pratiques répétées. Et donc les pratiques répétées, c'est-à-dire il faut que les gens pratiquent le développement logiciel agile, c'est pas exactement le même que... Donc ça veut dire faire des katas, faire des dojos, utiliser des communautés de pratique aussi, travailler aussi en pair, s'entraîner, ça c'est important pour savoir le faire. Le prof d'escalade disait il faut que tu apprennes à faire les gestes de base de sécurité, de progression tellement souvent que tu sauras les faire sans y penser. Ouais. Et qu'en cas de crise, quand tu dois aller très très vite, tu sais le faire. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Et c'est pareil pour l'agilité à l'échelle. Si vous devez découvrir comment on fait telle ou telle chose ou comment on règle tel ou tel problème au moment de la crise, au moment où ça vous arrive, vous allez être beaucoup moins performant et vous allez avoir le risque d'accumuler des ennuis et les mauvaises décisions. Et Murphy arrive. Edward Lucius Murphy Jr. Autre point, la plongée est sécurisée d'en haut, la grimpette est sécurisée d'en bas. C'est-à-dire que quand vous allez pratiquer de la plongée, de la grimpette ou de l'agilité, il y a plein de gens tout autour, plus ou moins proches. Il y a des facilitateurs, il y a des parties prenantes, il y a des fonctions support, il y a des gens qui vont pouvoir être là
pour vous accompagner techniquement. Il y a des experts qui connaissent, qui ont une expertise sur un sujet bien précis qui vont pouvoir venir vous aider ponctuellement. Il va y avoir tout un tas de fonctions support, il va y avoir des RH, il va y avoir les achats, les ventes, le marketing, etc. avec qui vous allez discuter, avec qui même il faut discuter, parce qu'ils vont vous apporter énormément de choses. Et puis, il y a tout ce qui est facilitateur, tous ceux qui sont à la bordure, moi j'aime bien ce terme, c'est-à-dire qui vont rendre les différentes membranes poreuses entre les différentes entités. On parle de silos et qui vont désiloter. Alors il peut y avoir les Scrum Masters, il peut y avoir les facilitateurs, les animateurs, il va y avoir les coachs aussi, etc. Donc là, et il va y avoir toute la partie management aussi, je ne l'ai pas dit, qui eux sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider et pour vous assurer s'il y a un souci, ils vont pouvoir être là et vous accompagner plutôt que de rentrer en conflit. Voilà, faut vraiment diaboliser cette partie-là. Et ne sous-estimez pas non plus, alors je sais qu'on a souvent recours à des professionnels, nous on est coach, Benjamin, comme pas mal de gens à Gilles Bordeaux, mais il ne faut pas sous-estimer aussi la valeur de l'aide qu'on peut avoir en interne. C'est-à-dire qu'un développeur un peu plus expérimenté, qui a déjà fait de l'agilité sur pas mal de sprints, ou des équipes qui sont là depuis plus longtemps, et ben c'est des super bons guides, c'est des mentors, hein, c'est un peu le côté un peu sensei qu'on peut avoir dans la matière. Moi, j'ai déjà fait le chemin, je ne suis pas encore au bout, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais je peux te tenir par la main. Donc ça, c'est cool aussi. Faites gaffe, hein, c'est important, on parle vachement de sécurité, tout ça, parce que l'enchaînement des problèmes est mortel, hein, en plongée, on en a parlé, en escalade aussi. Un bon coussin d'atterrissage peut sauver des vies. Une bonne stratégie aussi si vous allez dans des plongées profondes d'outils, de bouteilles, de rab, voilà, pour sécuriser, ben ça aide aussi, hein, pour gérer les décompressions. C'est aussi valable en agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle, c'est une agilité qui est systémique, qui est globale. Alors, l'impact d'une ânerie, hein, quand on est 8, hein, eh ben, ça n'a pas le même répercussion que quand on est 600, quand on est 2000. Il y a un facteur aggravant, hein, c'est le côté un peu boule de neige. Du coup, c'est important de mettre en place dès le début des mécanismes d'amélioration continue qui soient systématiques. Donc, il y a plein d'outils que vous pouvez faire et de détection précoce des problèmes. Il faut détecter les problèmes le plus tôt possible, le plus près possible de où se passe le problème, aider les autres pour s'aider à les corriger. Donc, il y a plein de tactiques. Les rétrospectives, c'est classique. Mais on peut aussi s'inspirer du Lean. Tu sais, Benjamin, on peut regarder, par exemple, la boîte rouge dans le Lean qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, c'est une zone qui sert à mettre les problèmes dedans, ça les rend très visibles tout de suite et on va tout de suite les traiter. On ne va pas attendre qu'ils s'accumulent. Hein, on ne va pas attendre la fin d'un sprint pour remonter un problème que j'ai eu et qui potentiellement m'a bloqué. Donc ça, c'est pas mal. Hier, tu me disais, dans le Lean, on dit « you see the problem, you own the problem ». Voilà, c'est ça. Dès que tu vois le problème, eh ben, t'en es responsable, il faut le traiter. Donc ça, c'est vraiment important. Vous pouvez sauver des vies. Comme ça. Et on met bien systématique parce que trop souvent, Rachel et moi, on voit des équipes qui voient le problème, qui résolvent le problème et puis qui oublient comment le problème a apparu, qui oublient comment ils ont résolu le problème. Et en fait, il va réapparaître dans 2 mois. Donc, il y a aussi cet ancrage cette documentation, allez, posons un gros mot, mais cette documentation de qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux éviter de reproduire ça. On est en équipe, moi seul, j'ai une mémoire, la mémoire collective, c'est pas le même fonctionnement qu'une mémoire individuelle. Donc, pensez que agilité à l'échelle égale groupe, égale global, égale systémique, et il y a une approche aussi systémique. Vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes arrivé une emmerde et que vous avez trouvé la solution, eh ben, faites-en profiter les copains. Il n'y a pas de raison que d'autres personnes souffrent juste parce que vous n'avez pas partagé le feedback de ce que vous avez appris. Ce serait peut-être bien de rappeler, mais vous allez le faire tout seul, la toute première phrase du manifeste agile, pas la première. Attends, tu veux dire la 5e valeur, la valeur cachée? Nous découvrons de meilleures façons de développer des logiciels par la pratique et on est dans les arrêts à pratiquer, oui. Allez. Et finalement, peu importe le chemin, on doit revenir au bateau ou au camp de base. L'agilité, c'est ça. C'est en fait, quoi qu'on fasse de l'escalade, qu'on fasse de la plongée, qu'on fasse de l'agilité, qu'on développe des produits informatiques, qu'on développe des avions, des trains ou des voitures, quand on part, on ne sait pas vers quoi on part. C'est la définition du futur. En fait, on ne le connaît pas. Ce qui est important pour pouvoir être agile, c'est de connaître le contexte, c'est de se connaître soi. Et puis de voir les différentes voies et d'oser prendre différentes voies, plusieurs stratégies, plusieurs voies, d'aller explorer. On a le droit.
on a le droit, hein, il me semble, de faire demi-tour et de se dire, ok, ça c'était pas la bonne voie, on va revenir sur Bien une autre sûr. voie, etc. On a le devoir même. On a le devoir de prendre des hypothèses de roadmap avec un S, plusieurs roadmaps, imaginer le futur, mais le différent futur, il n'y a pas qu'un seul futur. Avoir des motifs simples de mise à l'échelle, ça c'est hyper important, des motifs simples de mise à l'échelle. Et oui. C'est-à-dire, on ne va pas directement mettre une organisation à l'échelle, boum, la tour Eiffel, et c'est pas construite, on n'est pas venu la poser comme ça. Non, on a construit petit bout par petit bout, et à chaque fois on ancrait, à chaque fois on solidifiait, et une fois que un étage était solidifié, on rajoute un étage par-dessus. C'est pas possible de tout poser, et de savoir simplifier les organisations, de savoir découper, de savoir désescalader. Et oui, parce que l'agilité à l'échelle est souvent vécue dans les entreprises comme un but en soi, un objectif à atteindre, donc quelque chose de fini. Une fois que tu es à l'échelle, c'est figé, tu continues. Et c'est pas notre perception. On pense que, tous les deux que c'est qu'un outil qui va accompagner une problématique, et on sait que les problématiques au sein des entreprises sont par définition mouvantes. Elles adaptent. L'entreprise est un écosystème vivant. Ouais. Donc, par moment, je vais avoir besoin de monter à l'échelle parce que je vais avoir un produit ou un méga projet, ce qu'on appelle les méga projets, qui va nécessiter de coordonner plein de gens à plein d'endroits, et là, ça fera du sens. Mais ça fera du sens aussi de revenir sur des choses plus simples. Et j'ai envie de vous dire, même, c'est que c'est plus facile la tentation d'aller vers la complexification, tandis que la simplification, hein, on parle de simplifier et pas d'être simpliste, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué. Donc, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, et comment est-ce que je peux revenir à quelque chose de plus simple. Et ça passe effectivement par cet apprentissage de tout le monde dans l'organisation, de la géométrie simple, les fameux triangles qui permettent de construire des tours Eiffel. Et ben, il y a des motifs simples, il y a des géométries simples qu'on peut utiliser et qui permettent de grandir, réduire et explorer. Et ça, c'est quand même assez important comme enseignement. Ouais, tout à fait. Du coup, si on faisait un peu une timeline, on se projette un peu, et là, on a besoin de vous, les kikis. Donc, 2001, l'agilité. On aurait pu mettre 1990, mais on a ergoté, on a mis 2001. C'est ça, voilà. 2001, l'agilité. C'était bien sur le papier. 2001, l'agilité. 2010, 2011, on aurait pu mettre, mais 2010, c'est bien parce qu'on aime bien ne pas être parfait aussi. Ouais. C'est l'agilité à l'échelle. Ça commence à arriver, on en voit de plus en plus partout, etc. Donc, du coup, c'est quoi pour vous? Quelle est votre vision du futur, parce qu'on est quand même en 2020, et ça fait déjà 10 ans que l'agilité à l'échelle est là, ça fait déjà presque 30 ans que l'agilité tout court est là. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce que vous voyez? On serait très content d'en discuter avec vous ensuite. Voilà. Donc ça va être des questions dans 4 minutes. Et ouais, ça va être ça dans 4 minutes, mais on n'y est pas encore. Alors attention. Mount Pictures presents Just Want to Serve My Country, be the best fighter pilot in Navy, sir. The finest. For 5 weeks, you're going to fly against the best fighter pilots in the world. The fastest. Because every time you go up in the air, you're unsafe. That's right. The bravest. What you do up there, it's dangerous. A movie about being the best. You figured it out yet? What's that? Who's the best pilot? Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun, rated PG. Maintenant, hop, il faut le faire comme ça. Hop. Et bah du coup, non, les best aujourd'hui, le top of the best, alors c'est pas nous, c'est eux. Donc un énorme merci aux organisateurs d'Agile Tour Bordeaux. Vous avez réussi à faire en sorte que ce moment ait lieu, et vraiment... voilà. Cœur avec les mains. On sait ce que c'est, on sait que c'est dur, on est fiers de vous. Et évidemment aussi... Un énorme merci aux super sponsors, parce qu'effectivement ça coûte, hein, Raymond, etc. Il y a tout ça. Donc merci à eux, merci à ces sponsors qui permettent que les événements puissent exister. Qui renouvellent leur confiance. Dans ces contextes-là. Donc merci à vous. Et puis je pense que c'est important de finir là-dessus. Le monde, il est à vous, mais il est surtout à nous tous. Exactement. Et c'est à nous de le construire. Donc on espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les internets, les réseaux sociaux, comme disent les jeunes. Et puis on est là pour les questions, et normalement on est bon à 2 minutes près. Et ben c'est super. Exactement. Digital. Et ben merci beaucoup à vous deux. Voilà, on time. C'était top. Je rappelle à tout le monde qu'il y a un onglet Q&A dans la partie droite de la conf là, de votre écran.
dans laquelle vous pouvez poser des questions, lire les questions déjà existantes et voter pour mettre les questions les plus importantes pour vous en avant. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu, là je vois qu'il y a des votes pas mal. Donc, on va poser la première question, on peut prendre 5 minutes pour les questions là. Donc, qu'est-ce qui a changé dans votre organisation par rapport à mars? Et s'il devait y avoir un deuxième confinement, comment imaginez-vous la situation? Alors moi j'imagine très bien, ce soir 20h, regarder la télé. Pardon, mais bon, soit. hashtag on y est là. Je vois le pot-au-feu qui s'en va. Bon, allez, plus sérieusement. Vas-y, je te laisse répondre. Toi, qu'est-ce que tu as vu qui a changé dans ton organisation par rapport à mars? Déjà, alors, je vais parler de moi et de mon organisation. Déjà, moi, ça m'a obligé à tacler un sujet. Ça fait très longtemps que je fais de l'agilité. J'aimais pas du tout la notion de remote, distanciel, digital, etc. J'avoue, je fais ma coulpe, je ne m'étais pas du tout intéressée. J'avais dit non, l'agilité, c'est forcément en présence, etc. Ça m'a forcé à sortir de cette zone de confort-là et à trouver des solutions. Et à me dire qu'on peut faire des choses. C'est pas les mêmes choses, c'est différent, le rendu, mais c'est différent. Et du coup, c'est un apprentissage. Notre organisation, enfin l'organisation où on a travaillé ensemble sur ça, et puis les organisations aussi qu'on avait, nos clients, nos anciens clients, hein, voilà. Ils ont tous fait des apprentissages aussi. Il y a eu l'apprentissage du distanciel, l'apprentissage Alors le distanciel, il a été assez intéressant. Nous, on s'est aperçu qu'en fait, dans les équipes qui arrivaient à s'adapter, alors pas toutes les équipes, il y a beaucoup, ça a été un choc sévère, là, mais les équipes qui arrivaient à s'adapter, elles étaient plutôt assez performantes, voire surperformantes dans certains cas. Ils ont été assez créatifs à se trouver plein d'astuces pour remettre du lien social. Donc je pense que s'il y a un deuxième confinement, comme ils ont ce premier vécu et qu'ils ont partagé, ce qu'ils ne faisaient pas avant, là ils ont vraiment partagé, on a fait beaucoup de règles, on a fait beaucoup de comités de pratique, etc. Je pense que ça amortira le choc. Après, je me garderai bien de prédire le futur. Et je me garderai bien de prédire le futur de centaines de personnes qui ont des comportements par définition chaotiques, non prévisibles. Donc je ne sais pas, je leur souhaite le meilleur, je nous souhaite le meilleur, mais je peux pas... Je sais pas trop. Moi, ce que je peux dire sur les organisations, parce que du coup, j'accompagne différentes organisations, différentes entreprises, parce qu'au début, ça a été un choc. On l'a tous vécu, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, on s'est resserré, etc. Et en fait, la plupart des gens s'en sont rendus compte, mais peut-être pas tout le monde. En fait, il y a une deuxième vague et une troisième vague, sans mauvais jeu de mots, de vague, machin, et une deuxième lame de fond. Lame de fond, c'est pas mal. Une deuxième lame de fond, une troisième lame de fond, qui sont des lames de fond psychologiques. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils ont tenu bon comme dans l'effort, mais psychologiquement, il y a quand même des choses qui se passaient. Et là, on est en train de le vivre. Et il y a des choses très fortes qui sont en train de venir. Donc, du coup, au début, ils ont résisté, comme on l'a dit, et puis après ils ont accepté, et puis après ils ont relâché un peu, tout le monde a dû prendre des congés, même si on avait fait 6 semaines de confinement, ou même plus, je sais pas, un peu. Ils ont exploré aussi de nouveaux trucs qu'ils ne connaissaient pas, il y a certains qui ont pris goût. Hein. Et c'est ça, et du coup ce que je voulais dire, c'est que ok, ils ont posé le stylo, et puis en septembre ils sont revenus, et je pense que moi j'ai vu pas mal de monde, même des gens qui m'ont surpris, parce que je ne les pensais pas dans cet état d'esprit-là, de le faire aussi rapidement, de se dire, ok, comment on peut se réinventer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut prendre finalement? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Je reviens toujours avec mon même gimmick. Moi, crise en chinois, c'est 2 signes. C'est danger et opportunité. Donc, ok, on peut être danger, carapace, se protéger, se fermer, et on peut aussi être opportunité, s'ouvrir et aller voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien derrière. Et j'ai vu pas mal de choses, et notamment, c'est effectivement en distanciel ou des réorganisations qui se font comme ça. Voilà pour ma réponse. Si la question suivante. Oui, vous m'entendez ? La question suivante. Au début du confinement, dans mon entreprise, nous avons dû faire face à du micromanagement, alors qu'en présentiel, il était presque inexistant. Comment faire confiance dans ce style de management ? Alors, dans ce style de management, le micromanagement, après, il faut comprendre pourquoi on le fait. Moi, c'est ça. C'est derrière, quoi. Ouais, c'est ça.
imaginez aussi les gens qui, avant, je le dis dans l'intro, avant, on était tous en présentiel. Donc, si on avait un problème, on allait voir les gens. On allait voir les gens en off. Là, on n'avait plus cette bulle-là, on n'avait plus ces relations-là, on n'avait plus ces relations physiques. Donc, il y a des gens, des managers, puisqu'on parle de micromanagement, il y a des managers qui ont fait ce qu'ils savaient faire dans des contextes où ils n'avaient plus les personnes à distance. Il ne faut pas leur jeter la pierre, ils sont partis sur du micromanagement, sur certains vont dire du flicage, etc. Mais ils n'avaient pas d'autres moyens, parce que nous aussi, enfin si je dis nous, je m'inclus, mais je vais imaginer le développeur chez soi, lui, il bossait. Et chaque jour, avant, on avait le manager qui venait le voir, qui prenait un café avec lui, et qui lui disait alors, ça avance, t'en es où, etc. Il discutait, il y avait une discussion. Là, il était chez lui. Et il ne communiquait pas parce qu'il continuait à faire ce qu'il faisait avant, mais de chez lui. Et du coup, là, le manager, il n'avait plus de son, plus d'image. OK, qu'est-ce qui se passe? C'était un moyen pour lui d'essayer de revenir là-dedans. Donc, du coup, vous, si vous êtes, c'est pas le mot, victime de micromanagement. Si, c'est le mot, victime. Ça peut être toxique aussi. Ouais, essayez déjà de comprendre pourquoi il le fait lui et essayez de communiquer. Il y a forcément des mauvaises raisons, mais il y a aussi des bonnes raisons. Et essayez de ces bonnes raisons-là d'appuyer dessus et de communiquer, de surcommuniquer. Peut-être ça va remettre de la confiance. Pour faire un petit wrap-up, derrière, il y a souvent de la peur. Il y a souvent de la peur du manager de je perds le sens de ce que je fais. Les gens s'auto-organisent. Ils se sont très bien auto-organisés. Peut-être que je ne sers à rien. Donc, la peur égale le contrôle. Voilà, donc souvent, avec un petit peu de feedback, l'outil de feedback, vous le connaissez, hein, donc du feedback, un peu d'humour des fois, et puis du dialogue, un café virtuel, des fois ça soulage, hein, n'est-ce pas? Ouais. Donc là, on a peut-être le temps pour une petite dernière question, on a quelques minutes encore. Sous quelle forme pourrait-on conserver les problèmes rencontrés, les origines et les solutions envisagées? Une sorte d'historique. Alors, moi, je peux répondre à ça là? Non, t'as pas le droit. Alors, il y a plein de trucs dans ce qu'on a exploré comme idée, d'accord? Après, c'est encore des idées, donc testez-les, faites. Nous, on a utilisé des sites Google, des Google Sites. En fait, la crise Covid, ça s'est traduit chez nous par l'explosion du nombre de sites Google où chacun racontait ce qui se passait. En mode un petit peu blog, en mode avec des photos, avec des trucs comme ça. Comme tout était digital de facto, c'était facile de le mettre dessus. Et voilà. Donc, ça rendait, excusez-moi, la documentation un peu moins pénible. On a aussi beaucoup travaillé sur les communautés de pratique. Et une façon de capturer et d'échanger le retour d'expérience, le storytelling, c'est tout bête. Mais mettre quelqu'un avec des gens, le laisser exprimer, raconter son histoire, en écoute active, pas en écoute pour questionner et challenger. Et ça fait passer quand même pas mal d'informations. Et le troisième outil qu'on a utilisé, c'était, c'est un peu inspiré d'XP avec le pair programming, c'était, tu es dans une situation, tu es bloqué, tu sais pas quoi faire, moi je l'ai eu, je vais faire avec toi. Et donc on a des gens d'équipe qui sont partis, c'était vachement rigolo, qui ont désiloté assez facilement, parce qu'ils sont allés spontanément aider des équipes dans d'autres bouts de l'organisation, juste parce qu'ils avaient envie d'aider les autres, une solidarité. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Mais il faut explorer, trouver votre voie. Moi, je veux bien rajouter un outil qui m'est cher, c'est raconter des histoires. Raconter vos histoires. En fait, il y a deux choses qui sont hyper importantes dans ce contexte-là où on se voit moins, où on a des relations qui sont physiques, moins présentes, etc. C'est raconter vos histoires pour vous dire qu'est-ce que vous ressentez, pour dire aux autres, qu'est-ce que vous ressentez et quelles sont vos problématiques, quelles sont vos contraintes, quels sont vos besoins. Donc, racontez ces histoires-là à vos collègues, racontez ces histoires-là à vos managers, etc. Et racontez aussi les histoires de j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça, je me suis loupé sur ça et j'ai appris, etc. On a besoin de communiquer, on a besoin d'avoir une communication franche et authentique et non pas une communication codifiée et formelle. Exactement. Et je pense que là, il faut qu'on revienne sur des modes de communication qui sont différents et sur plus de communication. Je ne vais pas dire la surcommunication parce qu'il y a un côté négatif, mais plus de communication et de la communication plus authentique aussi. Mettons l'ego de côté. Il faut que l'ego, en fait, il devienne collectif. Que ce soit plus un ego individuel, il faut que l'ego il devienne collectif. Super. Après, il y a plein de super questions dans le chat. On n'aura pas le temps de tout répondre, mais peut-être qu'on pourra récupérer les questions et vous y répondre après ou passer un petit peu de temps avec vous sur une table si vous avez envie de venir discuter avec nous.
pendant la pause. Exactement. N'hésitez pas, ça sera Bon, avec et ben merci plaisir. beaucoup à vous deux pour cette super conf. Merci de nous avoir fait le plaisir d'avoir participé à cet événement. En parlant de feedback, parce que vous avez beaucoup parlé de feedback, on a prévu quelque chose pour essayer d'avoir un feedback de chaque conférence. Donc, je vous partage un lien dans le chat. C'est un lien vers un Google Doc. Il y a une slide par conf et il suffira d'aller mettre des post-it. Vous mettez des carrés comme des post-it où vous écrivez deux, trois mots sur chaque conférence avec des petits feedbacks. C'est toujours apprécié des orateurs pour pouvoir toujours s'améliorer et faire mieux. C'était une des parties de la conf, donc c'est super bien. Merci beaucoup à vous. Et puis à bientôt alors. Merci Nico. Merci. Merci Georgia. Merci. Bravo à vous. Merci à tout le monde. Bravo. Il y en a d'autres. Faites du bruit. Allez, à bientôt. Ciao.